your soul. Explorer les aspérités de la vie, traverser les émotions, rester debout dans un monde en mutation. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions pour nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Parce qu'ici, on arme les esprits. Épisode 43. La créativité, c'est quoi ? La créativité, on l'entend partout ce mot. On dirait que c'est devenu un mantra contemporain. Articles, vidéos, slogans, programmes scolaires, elle est partout. Et la littérature scientifique n'est pas en reste. Mais à force d'être invoquée à tout propos, la créativité, c'est la clé de la réussite. La créativité, c'est LA soft skill qui compte. La créativité, il faut la développer dès la maternelle. Il faut la développer. D'ailleurs, pourquoi le faudrait-il ? Pour le bien de la société ? L'épanouissement individuel ? Ou pour mieux servir le système néolibéral ? Bref, en voyant ce terme apparaître partout, j'ai fini par me demander, mais c'est quoi exactement la créativité ? Est-ce que quelqu'un en a une définition claire au fond ? Est-elle innée ? Peut-on la cultiver ? Comment se développe-t-elle ? Pourquoi certains moments de nos vies semblent-ils plus féconds que d'autres ? Bref, une myriade de questions me sont venues à l'esprit. Alors ici, nous allons parler de la vision occidentale de la créativité. Je vous propose dans cet épisode d'explorer ce mot, ce concept, pour mieux le comprendre. Le parti pris, c'est de me baser sur la psychologie scientifique et je n'aborderai pratiquement pas les travaux psychanalytiques pourtant nombreux à ce sujet. Et oui, le sujet est tellement riche que j'ai dû faire des choix. Mais cela ne nous empêchera pas, peut-être au détour d'un prochain épisode, d'y revenir. Pour l'heure, on va découvrir ensemble comment la créativité a été pensée au fil du temps, puis on va tenter de la définir, et pour finir, je vous proposerai 2 petits exercices faciles et ludiques pour vous connecter ou vous reconnecter à votre créativité. Quand créer devient une performance, la flamme menace de s'éteindre. Comme je suis quelqu'un de curieux et je pense d'assez créatif, j'ai ressenti ces derniers temps comme une urgence à m'intéresser à ce sujet. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que le fil qui me reliait à ma créativité se distendait. Et je ne sais pas vous, mais les périodes de ma vie où j'avais perdu ce lien si précieux furent vraiment, vraiment difficiles. Mon esprit était comme asséché, privé d'une partie essentielle de lui-même. En parallèle de cette réflexion, je n'arrêtais pas de voir passer sur les réseaux sociaux des injonctions à une créativité productive, notamment portées par les créateurs de contenu. Les plateformes demandent d'être toujours plus nourries, que ce soit par des inepties ou des informations intéressantes, peu importe. Et le créateur de contenu, lui, doit être toujours plus inventif, augmenter sa cadence de production et faire de plus en plus de vues et d'engagement. Mais c'est pire que du travail à la chaîne, cette histoire. Alors il faut faire plus et plus vite, ce que les intelligences artificielles peuvent effectivement permettre dans une certaine mesure. Mais biberonner sa psyché à une intelligence artificielle qui produit somme toute un langage issu de probabilité, langage qu'Éric Sadin qualifie même de langage mort, est-ce vraiment cela qui peut stimuler notre imagination et notre créativité ? Par ailleurs, dans mon métier de pédopsychiatre ou de coach, la créativité est vraiment, je trouve, une ressource fondamentale. C'est un moteur. Et les moments où je n'avais plus ce moteur, je n'arrivais plus à retrouver du dynamisme dans mes suivis, de la vivacité, mais aussi du plaisir et du jeu. Ma pensée avait tendance à se rigidifier. Et probablement que mes accompagnements étaient moins efficaces. D'un point de vue plus personnel, la question de la créativité traverse chacune de mes journées. Alors quand j'ai réalisé que la source était en train de se tarir, si je le dis comme ça m'a fait un choc. J'ai réalisé que je pouvais perdre cette partie de moi qui me rend tellement vivante, parce qu'il s'agit bien de ça, de vitalité. Ce que j'ai pu identifier pour mon cas personnel, et il ne s'agit pas là d'en faire une généralité, simplement d'apporter quelques éléments de réflexion, c'est une conjonction de facteurs. Un vécu d'accélération du temps et d'urgence, notamment véhiculé par les informations catastrophistes, un scotchage aux écrans, et notamment aux réseaux, et aux discussions avec ChatGPT. Oui, je l'avoue,
J'ai tout d'abord été fascinée par l'outil avec l'envie de l'explorer de fond en comble et puis je suis arrivée à ses limites. Bref, ce que j'ai ressenti, c'est une perte de cette possibilité d'enjamber le monde réel pour me glisser dans un ailleurs où toute idée serait bienvenue, ni jugement, ni prétention, et où je n'aurais pas besoin d'être conforme. Peu à peu, j'étais en train de me vider de toute capacité à rêvasser. La créativité existe depuis la nuit des temps, comme en témoignent certains artefacts archéologiques. C'est aussi un des traits qui nous distingue peut-être le mieux d'autres espèces vivantes. Peut-être même pourrions-nous dire qu'elle est à l'origine de notre humanité et la source de la culture. Vous voyez donc bien tout l'intérêt de se pencher sur les ressorts de la créativité. Parce qu'avec tous les défis qui nous attendent, si on en revient aux infos catastrophistes, nous aurons besoin très certainement de nous appuyer sur notre créativité. D'ailleurs, la littérature scientifique et la recherche semblent partager cet intérêt. Le nombre d'articles sur le thème a explosé depuis les années 2000. Parallèlement, certaines études d'opinion, menées auprès de managers américains datant des années 2014, ont révélé que pour 78% d'entre eux, la créativité serait nécessaire à la croissance d'une entreprise. Et oui, la créativité est en passe de devenir la compétence la plus importante aux yeux des PDG de grandes entreprises, largement avant des valeurs traditionnelles, disons, comme la rigueur ou l'intégrité. Pour répondre à ces enjeux, des institutions comme l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, souhaitent pousser davantage la créativité dans les systèmes scolaires, et notamment ce qu'on appelle les capacités de pensée divergentes. Je rappelle que l'OCDE pilote la fameuse étude PISA, qui vise à évaluer tous les 3 ans les compétences des jeunes de 15 ans dans 3 grands domaines, les maths, la compréhension de l'écrit et les sciences. Au fil des années, cette étude PISA est devenue un outil majeur d'évaluation et de comparaison des systèmes éducatifs internationaux et aussi de l'efficacité des systèmes d'enseignement. Mais il n'y a pas que l'OCDE. Des mouvements pédagogiques plaident actuellement à l'intégration de l'apprentissage de la créativité au sein des programmes scolaires. Je ne sais pas vous, mais j'entends tout de même en arrière-fond la petite musique néolibérale qui voudrait que nous soyons tous créatifs pour servir la sacro-sainte croissance. Évidemment, pas la peine de vous faire un dessin. Ce n'est pas l'aspect de la performance qui m'intéresse de saisir dans cet épisode, mais plutôt celui de la singularité. Ici, comme toujours, le but, c'est de vous donner des pistes d'analyse, d'introspection, mais aussi de résistance, pour préserver ce qui vous semble important en vous et à l'extérieur de vous, face aux changements susceptibles de bouleverser votre quotidien. Alors, c'est quoi la créativité ? Comment ce processus magique naît-il ? La créativité, du mythe à la science. Ce qu'on peut se dire d'abord, c'est que la créativité, ça n'est pas quelque chose de simple à définir. Et donc pour l'analyser, il nous faudra recourir à plusieurs hypothèses et regarder la créativité à travers différents angles. Nous l'avons dit, la créativité existe depuis la nuit des temps. Alors peut-être serait-il intéressant de traverser les époques afin d'écouter ce que nos ancêtres en disaient. Des muses à l'introspection. Si je vous emmène dans l'Antiquité, les premières images qui vous saisiront peut-être, ce sont ces immenses monuments, et notamment les temples, leurs sculptures monumentales et le polythéisme qui régnait alors. Selon certains textes anciens, des textes grecs et judéo-chrétiens, l'esprit était constitué de 2 chambres. Une chambre représentant un réceptacle qu'une divinité remplissait d'inspiration, et l'autre chambre qui était dédiée à l'expression de cette inspiration. D'ailleurs, Platon disait bien que le poète ne crée que ce que la muse lui inspire. Mais Aristote s'est un peu décalé de cela en apportant l'idée de l'introspection. L'inspiration prendrait sa source dans le fort intérieur de l'individu et dans l'enchaînement de ses associations mentales plutôt que dans des interventions divines. Puis, pendant toute la période médiévale, les questionnements autour de la créativité furent un peu laissés de côté. Peut-être que ça peut en partie s'expliquer par l'influence croissante de l'Église au sein de la société,
qui dominait toutes les sphères de la vie intellectuelle et sociale. La créativité n'avait pas disparu, bien sûr, mais elle s'exprimait dans des cadres un peu rigides, fixés par la théologie et la liturgie. Du génie au laboratoire. Il faut donc attendre la Renaissance pour renouer avec toutes les valeurs antiques. Le foisonnement philosophique, artistique et scientifique permet d'ouvrir de nouvelles portes. Par exemple, au XVIIe siècle, on s'intéresse au fondement du génie créatif. Qu'est-ce que c'est que ça, le génie créatif ? Eh bien, à cette époque, on différencie génie et talent. Le talent représente certes une performance supérieure dans un domaine donné, mais sans pensée originale. La pensée originale, elle marque le génie créatif, qui, pensait-on à l'époque, serait inné. Il serait basé sur l'imagination associative, la capacité de faire des liens entre les idées, les valeurs esthétiques, la possibilité d'émettre un jugement, le fait de savoir évaluer les idées produites. Oui, tout ça fait partie du génie. Vous voyez bien que quand il s'agira de définir la créativité tout à l'heure, il y aura probablement tout un tas de sous-catégories qui entreront en compte. Le développement d'une véritable méthodologie. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la science, ou en tout cas l'ancêtre d'une démarche scientifique, chasse peu à peu l'idée d'un génie insufflé de manière mystique. On convient que le génie créatif est le fruit de deux choses: un niveau exceptionnel d'originalité et la capacité à associer des idées. Alors certains auteurs comme Galton émettent l'idée d'un continuum entre l'individu peu créatif et le génie. Puis le XXe siècle voit poindre l'intérêt pour la classification et particulièrement celle des maladies mentales. On se demande alors si la fragilité psychologique pourrait être liée à la créativité. Ou à l'instar de Binet, si la créativité serait liée à l'intelligence. Vous savez, Binet, c'est celui qui a élaboré les premières échelles de quotient intellectuel. D'autres auteurs la voient plus comme non pas la résultante de l'intelligence seule, mais la capacité à trouver des similitudes et à faire correspondre des concepts entre eux. Intéressant, parce que la question de l'association d'idées, on l'a quand même depuis le début. Alors, association d'idées, peut-être qu'on dirait aujourd'hui flexibilité mentale. Et bien sûr, il y a Freud. Pour lui, un artiste crée pour exprimer son désir inconscient par des moyens culturellement acceptables. La créativité est donc le fruit d'une tension entre réalité consciente et pulsion inconsciente. Processus créatif et pensée divergente. Deux autres hypothèses marqueront un tournant dans la perception et la définition du concept. D'abord, Wallace, qui en 1926 propose carrément un modèle de processus créatif. Pour lui, il y aurait 4 étapes. 1. La préparation mentale. C'est à ce moment-là qu'on cherche des informations. 2. La phase d'incubation. 3. La phase d'illumination. Le moment eureka, quand l'idée créative parvient à la conscience. Et 4. La phase de vérification, pour tester l'idée une fois élaborée. La deuxième hypothèse qui fera date, c'est celle de Guilford dans les années 1950. Son hypothèse à lui, c'est que la créativité requiert plusieurs capacités intellectuelles. Tout d'abord, une facilité à détecter les problèmes. Ensuite, des capacités d'analyse, d'évaluation et de synthèse. Et enfin, une certaine fluidité et flexibilité de la pensée. On retrouve là encore la fameuse idée de l'association d'idées. Guilford va synthétiser ses travaux et élaborer une théorie factorielle de l'intelligence. Selon cette théorie, il existe 5 opérations intellectuelles: cognition, mémoire, pensée divergente, pensée convergente et évaluation, qui, appliquées à différents types d'informations, qui peuvent être figuratives, symboliques ou autres, vont donner des productions différentes. Alors je reviens 2 minutes sur la pensée divergente.
Parce que c'est une notion importante à saisir pour notre concept de créativité. C'est quoi la pensée divergente ? Eh bien, c'est un processus qui permet de rechercher plein d'idées à partir d'un seul point de départ, et ce, de manière pluridirectionnelle. Quand on pense de manière divergente, on génère des idées différentes. Et donc, on a plus de pistes à essayer. Du coup, plus on trouve d'idées, plus la probabilité de trouver une idée nouvelle et adaptée, autrement dit créative, augmente. Ce type de pensée, la pensée divergente, peut être mesurée ou testée par des épreuves, notamment celles de Guilford ou Torrance. À côté de ces deux hypothèses, d'autres auteurs insisteront plus sur les traits de personnalité qui caractérisent les personnes créatives, ou des facteurs particuliers comme la motivation. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais ce qui rend la définition de ce concept difficile aussi, c'est l'aspect sociétal. L'environnement et le milieu culturel influencent grandement et la capacité de l'individu à être créatif et la reconnaissance de quelqu'un ou d'une œuvre comme créative. Alors la créativité, c'est quoi ? Une équation à plusieurs dimensions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec tout cet historique, on voit que de grandes idées se recoupent. Celle de l'originalité, de la capacité à associer des idées et la reconnaissance par le regard des autres. C'est pour ça qu'une approche dite multifactorielle ou multivariée est née dans les années 1980. Multivariée, ça veut simplement dire que l'analyse de la créativité doit se faire par plusieurs prismes. On a les facteurs cognitifs, la connaissance, l'intelligence, les facteurs individuels de traits de personnalité, de style cognitif, la motivation, et puis les facteurs environnementaux et culturels. Et il faut garder en tête que ces différents facteurs vont interagir entre eux. Et là, on arrive enfin à cette définition de la créativité. La créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Alors je répète la définition pour qu'on l'ait bien en tête pour la suite. La créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Adaptée au contexte, ça veut dire satisfaisant aux différentes contraintes liées aux situations dans lesquelles se trouvent les personnes. Et bien sûr, on parle de nouveauté. La nouveauté, c'est large. Ça va d'une toute petite déviation par rapport à une réalisation antérieure, que l'on peut retrouver dans nos quotidiens par exemple, jusqu'à l'innovation qui est quand même plus rare. Ces deux critères, à savoir la nouveauté et l'adaptation au contexte, ne seront pas aussi importants l'un par rapport à l'autre selon la création. Je m'explique. On attendra un critère d'adaptation plus important pour une création d'ingénieur qu'une création d'artiste. La difficulté, comme on l'a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de critère objectif pour définir le caractère créatif d'une réalisation. Cela dépend énormément du jugement que va émettre la personne ou le groupe de personnes sur la création en question. Certains trouveront de la nouveauté là où d'autres n'en trouveront pas. Certains trouveront de l'originalité parce que ça résonnera au niveau émotionnel, alors que d'autres mèneront plutôt une analyse et une comparaison froide pour déterminer le seuil d'originalité. Donc l'appréciation du côté créatif ou non dépend du consensus social. Et même plus, ça dépend aussi de comment est présentée la production. Si la production est créative mais qu'elle est mal présentée, on risque de tout simplement passer à côté sans percevoir qu'il s'agit d'une production créative. Et puis d'autres critères comme la qualité technique et la réponse à un besoin de la société peuvent aussi entrer en jeu. Deux modèles pour comprendre. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur deux conceptions intéressantes de la créativité, vues comme l'interaction entre les facteurs individuels et les facteurs environnementaux. Elles datent toutes les deux des années 96 et 95. Et vous allez voir que finalement elles se recoupent. D'abord, l'approche d'Amabile. Pour lui, la créativité est le résultat de l'interaction de trois composantes, et s'il en manque une, pas de créativité possible.
Les 3 composantes sont la motivation, les capacités liées au domaine en question et le processus de créativité en lui-même. Alors, entrons un petit peu dans le détail. La motivation. La motivation, c'est toutes les raisons intrinsèques et extrinsèques qui vous poussent à vous engager dans une tâche et à vous y tenir. C'est donc un critère qui qualifie l'attitude de la personne vis-à-vis de la tâche à faire. La deuxième composante, c'est les capacités liées au domaine en question, c'est-à-dire concrètement le niveau de connaissance, les capacités techniques et les talents particuliers de la personne vis-à-vis de cette activité. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve ici l'idée de Binet qui liait créativité et intelligence. Et aller chercher des connaissances, les rassembler, rechercher des similitudes, définir le problème, tout ça, ce sont des tâches que nous aide à faire l'intelligence. Enfin, la troisième composante, c'est comment va se dérouler votre processus de créativité. C'est-à-dire le style cognitif que vous allez adopter pour résoudre le problème. Est-ce que vous êtes capable d'avoir une attention soutenue, de persévérer, de faire avec la complexité, de faire des essais-erreurs pour vérifier vos hypothèses, etc., etc. Tout ça, c'est le style cognitif. L'autre modèle dont je voulais vous parler, c'est celui de Sternberg et Lubart. Eux, ils parlent en termes de ressources nécessaires à la créativité. Un peu comme s'il s'agissait d'avoir les bons ingrédients pour exécuter la recette. Il y a interaction entre ces 6 ressources, plus ou moins présentes, qui peuvent se compenser les unes les autres. Alors vous allez voir qu'on retrouve les 3 aspects évoqués par Amabile, mais les choses sont organisées et pensées un peu différemment. Les 6 ressources nécessaires pour créer sont l'intelligence, en tout cas certains aspects spécifiques de l'intelligence, la connaissance, le style cognitif, la personnalité, la motivation et le contexte environnemental. Par exemple, en dessous d'un certain seuil de connaissance, la créativité serait impossible. Et comme je le disais tout à l'heure, une ressource peut en compenser une autre. Imaginons que vous ayez peu de connaissances, mais que vous débordez de motivation. Eh bien, il vous sera plus facile de persévérer et d'aller chercher les connaissances manquantes. Donc en clair, l'interaction de plusieurs composantes peut faire des étincelles et avoir des effets multiplicateurs sur la créativité. Et puis quand même ici, on retrouve l'aspect environnemental, parce que oui, la créativité est finalement évaluée à travers le jugement social. Le savoir culturel, le bain culturel lui-même, vont bien sûr influencer le créateur avant même qu'il ne crée, car un humain ne vit pas seulement dans sa tête en vase clos. Et c'est cet aspect systémique de toutes les interactions entre ce qui se passe à l'intérieur de l'individu, ce qu'il va accoucher de lui-même en quelque sorte, et la façon dont il va pouvoir le présenter au monde, le soutenir et en parler, et enfin le jugement du monde sur sa création, qui va aboutir à ce qu'on appelle une œuvre créative ou non. Donc si je résume, on peut déjà se dire que la créativité c'est un phénomène complexe et difficile à définir. D'ailleurs, la recherche en psychologie s'y attelle encore aujourd'hui. Même si on essaye de la décortiquer, elle recèle encore une part de mystère. Ce qui semble acquis, c'est que la créativité, c'est donc la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Elle va mobiliser plusieurs sous-processus qui interagissent les uns avec les autres, dont l'intelligence, la connaissance, la pensée divergente, les traits de personnalité, la motivation ou la capacité à persévérer. Mais elle sera aussi influencée par des éléments émotionnels et des facteurs environnementaux. Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous n'avons rien dit des facteurs émotionnels, parce qu'ils jouent également un rôle important dans la créativité. Certaines émotions peuvent favoriser la créativité en accroissant la flexibilité cognitive, en stimulant la pensée divergente et en facilitant l'exploration d'associations nouvelles. À l'inverse, les émotions, notamment lorsqu'elles sont intenses ou mal régulées, peuvent avoir un effet inhibiteur sur la motivation et la persévérance. Une instabilité émotionnelle excessive tend ainsi à freiner le processus créatif.
Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il s'agit ici de relations de corrélation et non de causalité. Les liens entre émotion et créativité demeurent complexes, dynamiques et dépendent fortement du contexte. 2 jeux pour se reconnecter à sa propre créativité. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez si tout le monde porte en lui une certaine créativité. Eh bien, ce sera l'objet du prochain épisode de podcast. En attendant la réponse, je vous propose d'essayer ces 2 petits exercices pour aller à la rencontre de votre propre processus créatif. Le cadavre exquis. Breton, Éluard, Magritte et bien d'autres, vous connaissez sûrement le mouvement surréaliste qui s'est développé dans les années 1920. Et peut-être même que vous avez déjà joué à ce jeu quand vous étiez plus jeune. Il s'agit du cadavre exquis. Le principe, c'est de composer une phrase ou un dessin à plusieurs, chaque participant ajoutant une partie, un élément, sans connaître les précédents. Il suffit d'un bout de papier qu'on plie au fur et à mesure du processus. Le but, c'est de créer des phrases surprenantes qui vont venir titiller notre imagination, nous faire rire, bref, de jouer. On laisse de côté la logique classique et on entre dans l'expression pure de l'inconscient, comme disaient les surréalistes. D'ailleurs, en passant, vous savez pourquoi ça s'appelle cadavre exquis ? C'est tout simplement la première phrase que les surréalistes ont obtenue la première fois qu'ils ont joué. La phrase entière était « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Oui, pas de doute, on est bien en France. Mais ce qui est encore plus intéressant si vous faites un cadavre exquis, c'est d'observer ce qui se joue dans la rencontre des mots ou des dessins, mais plus encore dans la rencontre avec l'altérité. Qu'est-ce que ça vous fait à vous et aux autres de découvrir la phrase finale ? Du rire ? Du paradoxe ? De la surprise ? De la poésie ? Je trouve que c'est là toute la puissance de ce petit jeu. Il nous permet de rencontrer l'autre en se dévêtissant d'un peu de conformité, et c'est d'une richesse incroyable. La connexion forcée. Voilà un autre petit jeu facile à faire et réalisable seul ou à plusieurs. Vous allez ouvrir le dictionnaire au hasard et à 2 reprises pour en extirper 2 mots. Ces 2 mots ne seront a priori pas en lien. Puis vous allez pouvoir les faire dialoguer. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à se dire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer ensemble ? Comment pourraient-ils se rencontrer ? À partir de là, vous allez pouvoir explorer en quoi et comment ils pourraient s'associer ou se combiner. Je prends un exemple, ce sera plus parlant. Alors ça y est, j'ai pris le dictionnaire et voici les mots que j'obtiens. Division et actrice. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Ah ça y est, voici mon histoire. C'est l'histoire du signe division. Il est tellement lassé de tout séparer qu'il s'est déguisé. La division se part de ses plus beaux atours d'actrice pour falsifier la prochaine opération. Elle jouera la multiplication. Est-ce que ça va marcher ? Vous voyez l'idée ? On peut vraiment faire des histoires à l'infini. Conclusion. Comprendre un concept ou tenter de le définir, ce n'est pas si simple. Et je ne sais pas vous, mais la créativité pour moi doit aussi garder quelque chose de l'ordre de la magie. Et c'est exactement dans les limites de sa définition qu'on la trouve, cette magie. Cette part d'ombre, d'indicible, qui fait que lorsqu'elle s'offre à nous, nous l'accueillons comme un cadeau. Je suis sûre que vous avez encore plein de questions à propos de la créativité. Est-ce que tout le monde en serait pourvu ? Est-elle réservée à certaines personnes ? Est-elle présente seulement chez les adultes ? On poursuivra ces réflexions dans le prochain épisode avec, comme toujours, un petit exercice concret pour passer de la réflexion à l'expérience. En attendant, partagez cet épisode et venez me dire si vous pensez être quelqu'un de créatif et comment cette créativité s'exprime chez vous. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient ne pas être créatives. Pourtant, à bien y regarder, il me semblait tout de même observer chez elles ces petits moments enchanteurs qui laissent souvent une trace sensorielle et émotionnelle. Alors ce que je vous propose d'ici le prochain épisode, c'est d'observer dans votre quotidien ce qui vous paraît porter un brin de créativité.
Ça peut être un poème que vous lisez, les formes que vous croyez déceler dans les nuages, des activités manuelles que vous réalisez, vos rêves, les blagues que vous faites ou auxquelles vous réagissez. Oui, l'humour est une grande source de créativité et de rencontre de l'altérité aussi. Et puis peut-être que vous avez des moments eureka. Vous savez, cet instant d'illumination où vous avez l'impression d'être un génie. Mais attention, si on ne note pas l'idée tout de suite, elle se perd rapidement. J'avoue que pour moi, ce genre de moment arrive souvent sous la douche ou en balade, ou à tout autre moment où ça ne devrait pas arriver en fait, et où souvent je n'ai pas de stylo ou de carnet pour noter. Alors avant de se quitter, j'aimerais vous laisser avec cette idée. La créativité ne se cherche pas, elle s'autorise. Elle s'invite quand on cesse de vouloir produire à tout prix et qu'on retrouve le goût du jeu, du lien, de la rêverie. Alors cette semaine, offrez-vous un espace pour ne rien faire d'utile. Écoutez votre curiosité, laissez votre esprit vagabonder. Notez ce qui émerge, même si ça n'a ni forme ni but. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.